Bonjour à tous et bienvenue au De la Vie Café pour ce 4e Wake Up Your Audience. Ravi de voir une salle quasi comble et surtout beaucoup de nouvelles têtes aux événements qu'on a déjà fait l'année dernière. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Quentin, je suis directeur associé chez The Matrix Factory. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter 7 conseils clés pour optimiser vos activations digitales. Et 7 conseils, comme vous le verrez, qu'on a basé sur tout le travail qu'on a effectué en 2018. Que ce soit en community management, en médiatisation ou en influence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter avec Jérémy, qui est consultant senior chez The Matrix Factory. Et donc voilà, on va passer un petit moment ensemble. On a volontairement fait une presse courte et digest. Voilà, ceux qui nous connaissent à nos rapports qui est assez dense. On nous a pas mis la data jusqu'au-dessus de la tête parce qu'il est un peu tôt et qu'on est jeudi. Mais voilà, j'espère que ça va vous intéresser et n'hésitez pas surtout à vous resservir en café, viennoiserie et autres. Et à rester à la fin pour échanger ensemble sur tout ça. The Matrix Factory, on est une agence d'une quinzaine de consultants, on est une agence indépendante, basée pas loin d'ici, on est au boulevard de Strasbourg. On a toujours été dans le 10e, c'est pour ça qu'on fait les événements ici. Et globalement, notre cœur d'expertise, c'est l'analyse de la donnée. L'idée, c'est qu'on va prendre toutes les données issues des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Google, Instagram et tous les sources web en général. Comme vous le savez, la navigation sur Internet génère énormément de données. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes ces données et on les analyse pour aider les directions marketing et communication dans l'optimisation de leur action digitale. Ça fait bientôt 10 ans qu'on existe, ça fera bientôt le 10e anniversaire. Et on a travaillé pour une trentaine d'annonceurs au fil de ces années pour qu'ils fournissent majoritairement de l'audit, état des lieux des écosystèmes digitaux, analyse des performances, benchmark concurrentiel, de la stratégie, de la recommandation opérationnelle, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux m'améliorer, et enfin beaucoup de reporting, des bilans de campagne, des bilans récurrents, des rapports mensuels, trimestriels, annuels. Donc voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur l'agence. Wake Up Your Audience, d'où ça vient? C'est une initiative qu'on a lancée l'année dernière. Très simplement, pourquoi? Parce qu'en tant qu'agence conseil, on manipule énormément de sujets tout au long de la liste. On est au contact des plateformes, on a un peu, entre guillemets, le nez sous le capot avec toute la data qu'on analyse de Facebook, de YouTube ou autre. Et finalement, on a énormément d'enseignements sur comment fonctionne le social media et comment il évolue. Mais on a très peu d'occasions de les restituer. Hors mission client, on a très peu d'occasions de raconter ce qu'on voit et de transmettre notre expertise. Et si vous voulez, sur le marché aujourd'hui, on avait peu d'occasions de prendre la parole et peu d'événements qui nous permettaient, un peu comme aujourd'hui, de restituer ça. Il y a des événements business qui existent déjà, assez peu de partage de compétences. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer ces rendez-vous et qu'on fait 3 à 4 fois par an des petits déjeuners comme celui-là qui s'appelle Wake Up Your Audience, dont le but c'est de restituer tout ce qu'on peut apprendre dans nos missions de conseil à des praticiens comme vous l'êtes. Le plus simple pour avoir la programmation des événements et avoir toutes les infos sur l'agence, c'est d'aller sur notre site web. Je vous invite à vous abonner à le formulaire d'opt-in qui nous permettra de vous recontacter par email et donc de vous envoyer des informations sur l'agence. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, nous y sommes également. Et en marge des événements, on publie aussi régulièrement du contenu, que ce soit des études, des livres blancs, des articles, tout ça est disponible sur le site, donc je vous invite vraiment à visiter le site. Et une fois que vous irez sur ce site, de toute façon, vous serez retargeté. Nous aurons toutes les données sur vous et vous serez poursuivis sur à peu près toutes les plateformes sociales. Comme je vous le disais, aujourd'hui, 7 conseils clés basés sur tout ce qu'on a fait en 2018. Si on fait un peu la rétrospective de 2018, si vous voulez, on n'a pas voulu vous partager aujourd'hui des tendances. On n'a pas voulu vous partager ce qu'au doigt mouillé, on estime être le futur du social media cette année. On a préféré regarder dans le rétroviseur et se dire qu'est-ce qui s'est passé en 2018, sur quoi on a travaillé, de quoi on a réfléchi et qu'est-ce qu'on peut sortir par enseignement pour bien commencer l'année. Au global, on a travaillé sur plus d'une cinquantaine de missions à l'agence en 2018. C'était une année assez dense. Et si je dois résumer d'un point de vue macro, les 3 besoins clés qu'on a traités, qu'on a adressés en 2018, les 3 besoins récurrents des annonceurs en 2018, en fait, c'est ces 3 besoins-là. Le premier besoin, c'est l'analyse d'audience. Et ça, c'est assez fréquent. Le digital a tellement de points de contact qu'en fait, il y a une sorte de doute des annonceurs à qui je m'adresse, quelle est mon audience, qui est derrière ma page Facebook, qui se cache derrière les volumes d'impressions que me remontent mes rapports médias, qui est derrière l'écran.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec toutes les données qu'on a aujourd'hui chez Facebook, mais aussi chez Twitter, nous, on est capable de répondre très précisément à ces questions. On est capable de vous fournir des personas, des choses de marketing traditionnel assez fines sur quelle est votre audience ou comment se comporte une cible marketing, dresser son portrait fin et vous dire voilà le type de médias qu'elle consomme, voilà son âge, voilà sa sociodémie, ses centres d'intérêt, les contenus qu'elle est à même de partager, des influenceurs qui vont la toucher, et voilà les 5 ou 10 sous-segments d'audience qui composent votre compte Twitter ou votre cible sur les réseaux sociaux. Donc vraiment cette analyse d'audience, on en a fait et on en fait de plus en plus parce que ça répond à des problématiques très simples, ça pose les choses, ça les quantifie et surtout ça va dicter les prochaines activations. Ça va impacter la production de contenu et bien sûr la stratégie média, la stratégie d'activation pour savoir comment toucher ces audiences. Deuxième besoin récurrent, tout ce qu'on appelle la résonance d'événements. Quand les gens s'engagent sur les réseaux sociaux, très souvent c'est à l'occasion d'événements majeurs. Typiquement, l'année dernière, il y a eu la Coupe du Monde. Je pense que personne n'est passé à côté de la Coupe du Monde de football. On a sorti un observatoire du sponsoring qui s'appelle The Perfect Match, que vous avez peut-être vu. Mais au-delà de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de traquer tout ce qui se passe sur le web autour d'un événement ponctuel. Ça peut être comme ce cas-là, la Coupe du Monde, ça peut être un événement sportif, ça peut être le salon de l'agriculture qui va commencer la semaine prochaine, ça peut être aussi des événements plutôt négatifs pour la marque, une crise, etc. Dans ces moments critiques, c'est là où les audiences vont s'engager fortement. C'est là où on va avoir des volumes de retombées importantes. Et c'est là où ça va être intéressant d'analyser pour la marque sa part de voix, comment les audiences ont réagi, qui prend la parole, qui est émetteur du contenu, etc. etc. Et donc ça, pareil, c'est des choses qu'on fait de plus en plus et qui souvent se constituent d'un rapport avant-événement, une grosse phase d'accompagnement pendant l'événement. Ça peut être un suivi quotidien dans certains cas. Et bien sûr, le post-test, le rapport final après l'événement. Troisième besoin, troisième type de mission, et pour ceux qui sont déjà venus à des événements ou qui nous connaissent déjà, vous en avez déjà entendu parler, c'est tout ce qu'on appelle le post-test qualitatif. Là, le besoin qu'on adresse ici, c'est le fait que sur le web, sur le digital, il y a une multitude de façons de réagir. Si moi, utilisateur, je suis exposé à une publicité sur Facebook, je peux la liker, je peux la commenter, je peux la critiquer, je peux la partager, je peux écrire un billet de blog dessus, je peux faire une vidéo YouTube, une stories, etc. etc. Et surtout aussi, ce qu'on voit, c'est chez les annonceurs, une espèce de fatigue, de lassitude face au rapport classique. Globalement, aujourd'hui, ça ne suffit plus un volume d'impression. Ça ne suffit plus un volume de vues à mettre à côté de la campagne. Les plans d'activation sont tellement conséquents, les budgets investis sont tellement importants qu'on ne peut plus se contenter de métriques qui sont finalement des proxys, qui sont propres au digital et qui ne répondent pas forcément toute la complexité de l'activation et toute sa contribution à la marque. Donc nous, ce qu'on fait pour aller plus loin et pour répondre à des questions qui sont de plus en plus fréquentes, du type je ne sais pas si l'audience a compris ma campagne. Qu'est-ce que les gens vont penser de ma publicité? Comment les gens réagissent quand ils sont exposés à mon contenu? Qu'est-ce qu'ils expriment? Est-ce qu'ils ont compris mon positionnement? Est-ce qu'ils perçoivent mes valeurs de marque? Et ça, c'est des choses qu'on va aller analyser avec notamment l'analyse de commentaires. Notre capacité d'extraction va nous permettre de prendre tous les commentaires liés à une vidéo sur YouTube, par exemple. Tous les commentaires liés à une vidéo Facebook, tous les tweets relatifs à une campagne. Et ensuite, via nos recherches en text mining, l'analyse statistique va nous permettre de dégager du sens, finalement, de tous ces signaux faibles d'audience qui réagissent à vos contenus de marque dans leur contexte de diffusion. Et encore une fois, c'est des choses qu'on fait très fréquemment. On va être capable de dire à la marque, voilà ce qui a été perçu par l'audience, voilà ce qui a plu à l'audience, voilà ce qui a moins plu, voici ce qui est différent chez vous de vos concurrents, et voici le positionnement qui est travaillé, qui est retransmis dans vos audiences. C'est tout ce que je voulais vous dire en introduction sur l'agence et sur ce qu'on a travaillé. Vous allez retrouver pas mal de choses que je vous ai exposées ici. Je vous invite vous-même à être une audience active. Encore une fois, le thème c'est Wake Up Your Audience. Vous-même soyez une audience active, utilisez le hashtag WUYA, Wake Up Your Audience, pour faire résonner cet événement et en fait le retranscrire au maximum sur les réseaux. Voilà. Je laisse Jérémy enchaîner avec les 7 conseils et j'espère que la présentation va vous intéresser. Merci Quentin. Comme vous l'avez vu, on a réalisé plus de 50 missions en 2018 et grâce à ces plus de 50 missions, on a réussi à sortir 7 conseils clés. On a pensé beaucoup.
qu'on a divisé en 3 catégories. On a une première catégorie qui sera plus liée à des conseils médias, que ce soit le ciblage, le mode d'achat. On va avoir d'autres conseils sur le community management, les formats qui fonctionnent et autres. Et on va également avoir des conseils sur l'influence. Vous verrez, on a des petits bonus qui traînent sur quelques catégories. Notre première catégorie, pour bien vous réveiller, c'est sur le média. C'est peut-être la plus difficile pour commencer, mais je pense que ça peut vous intéresser. Le premier conseil, on l'a appelé Instagram maintenant, plus que jamais. Pourquoi Instagram? Instagram, vous savez tous, ils ont passé la barre des 1 milliard d'utilisateurs récemment. C'est plus de 500 millions de stories aujourd'hui sur la plateforme par mois. C'est une plateforme qui grossit de plus en plus. Vous l'avez vu récemment avec la publication de l'œuf, qui est la publication la plus likée et partagée sur tous les réseaux sociaux. Pourquoi maintenant? Parce que la plateforme elle offre encore une grande portée de reach organique. Aujourd'hui, la moyenne de nos clients, de toutes les missions qu'on a réalisées, c'est qu'il y a encore 20% de portée organique sur la plateforme. À titre de comparaison, c'est 3-4% sur Facebook. Du coup, aujourd'hui, vous avez encore la chance sur Instagram de pouvoir toucher sans utiliser beaucoup de budget média. Deuxième point intéressant pour Instagram et pourquoi maintenant, c'est que les coûts sur la plateforme ont diminué cette année. Il y a eu une hausse en 2017 du coût par clic sur la plateforme. Quand vous êtes un diffuseur, vous voulez faire de la publicité, bah, ça vous coûte plus cher. Et l'année dernière, en fait, ces coûts ont baissé de plus de 20%. Dernier point aussi pour Instagram et une conjoncture qui est plutôt bonne pour la plateforme, c'est que le taux de clic sur les publicités s'est amélioré. Facebook distribue de mieux en mieux les messages publicitaires et vous aide et permet d'avoir un meilleur taux de clic sur vos publications. Pourquoi maintenant plus que jamais? Comme on le sait tous, bah, Instagram c'est l'univers Facebook. On peut essayer d'imaginer que c'est un peu Facebook aux années 2009 où quand on est une marque, on a beaucoup de visibilité gratuite et on peut imaginer que dans les mois à venir, dans les années à venir, Facebook limite la portée de visibilité des annonceurs, que vous ne soyez plus à 20% de portée organique mais que vous vous rapprochez finalement des 3-4% comme on peut l'avoir sur Facebook, que vous soyez obligé de faire du média pour toucher votre cible. Et on vous conseille d'aller sur Instagram, de splitter finalement votre activation entre Facebook et Instagram, essayer d'allouer un peu plus pour Instagram, parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous allez peut-être le regretter plus tard. Vous allez peut-être lancer votre activation sur Instagram dans 1 an, et finalement vous devriez payer pour toucher les personnes que vous aurez peut-être pu avoir gratuitement en ce moment. Voilà pour notre premier conseil plutôt dirigé vers les plateformes. Notre deuxième conseil est plutôt lié au ciblage. On l'a nommé attaquer la concurrence en ciblant leurs audiences. Alors c'est une tendance que beaucoup d'annonceurs font déjà, qu'on a l'habitude de voir surtout ce qui est Google SEM, où on va acheter le mot-clé de son concurrent direct. On va acheter son nom de marque pour apparaître dans les recommandations quand on cherche sur Google. Aujourd'hui, les plateformes permettent la même chose. Aujourd'hui, sur Facebook, sur Twitter, je peux aller cibler les fans d'une page concurrente. L'objectif, c'est d'aller apparaître dans le processus d'achat, dans la décision d'achat de votre consommateur. Essayer d'influer. On a réalisé cette mission cette année avec un de nos clients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ciblant la concurrence et en effectuant un micro-ciblage, on a pris la cible de la concurrence, qu'on a réduit en plusieurs cibles, en alliant du coup le micro-ciblage et le ciblage de la concurrence, on a réussi à avoir un CPC inférieur à une campagne classique pour ce client. Notre troisième conseil, qui est sur le mode d'achat, peut-être un peu plus technique, c'est passer de l'achat à la visibilité à l'engagement. Aujourd'hui, sur les plateformes, vous avez la possibilité, grosso modo, d'acheter selon 3 modes d'achat, à la visibilité, à l'engagement et à la conversion. Aujourd'hui, on a comparé le mode d'achat entre la visibilité et l'engagement, et ce qui en résulte, c'est quand vous achetez finalement à l'engagement, vous arrivez à avoir une visibilité moins chère que quand vous achetez à la visibilité.
et vous arrivez à avoir un meilleur engagement. Alors ces données, on les a récupérées sur plus de 14 millions d'euros de dépenses de nos clients en 2018 et on a fait ce benchmark. C'est-à-dire que quand vous achetez un engagement, finalement, vous arrivez à toucher autant de personnes mais pour moins cher que si vous aviez acheté à la visibilité. Du coup, notre conseil, c'est quand vous avez des campagnes, essayez d'acheter à l'engagement. Petit bonus pour finir cette première partie sur le média et avant de rentrer dans le community management. Comme je vous le disais, il y a ce besoin toujours croissant chez les annonceurs, enfin chez tous ceux qui font du marketing digital, de valoriser les activations, de les justifier et de les mesurer autrement qu'avec des métriques propres au digital. Nous, un des indicateurs qui nous paraît ultra intéressant et ultra pertinent, c'est l'ad recall, qui est en fait une métrique qui est aujourd'hui native dans la console de publicité Facebook, donc, à laquelle vous pouvez avoir accès, qui est quasi systématiquement disponible pour toutes les campagnes que vous faites, et qui répond à la question suivante: combien de gens exposés à votre campagne s'en souviendraient si on leur demandait 2 jours plus tard? Et là, vous le voyez, en fait, c'est des choses que certains d'entre vous connaissent certainement avec la télé ou les médias traditionnels, cette notion d'ad recall, fait traditionnellement avec des post-tests, avec des questionnaires. Facebook l'a industrialisé, tout simplement. Vous avez peut-être vu, vous, utilisateurs, ce type de questionnaire au fil de votre newsfeed sur Facebook. Mais en gros, Facebook va demander à des gens exposés à votre campagne s'ils s'en souviennent. Il va demander à des gens qui n'ont pas été exposés aussi. Et il va comparer l'impact. Et en fait, Facebook le fait tellement souvent et à une telle fréquence qu'il a maintenant modélisé ses réponses et avec ses algorithmes et ses modèles est capable maintenant pour quasi toutes les campagnes de vous dire bah, aujourd'hui vous avez touché 100 000 personnes avec cette campagne et nous estimons que 10 000 ou 9 000 répondraient positivement si on leur demandait 2 jours plus tard si elles s'en souviennent. Donc c'est vraiment une opportunité pour les marques aujourd'hui de valorisation de vos actions. C'est-à-dire qu'on ne parle plus en nombre de gens exposés, on ne parle plus en nombre de vues, on ne parle plus en nombre d'impressions, on parle en fait en taux de mémorisation. Et ça, c'est un véritable indicateur, on s'en sert de plus en plus dans nos rapports, pour à des niveaux de direction, top management, c'est des indicateurs qui permettent tout de suite de palper la puissance de Facebook. Souvent, ce qui est critiqué avec les réseaux sociaux, et notamment Facebook, c'est la nature du point de contact. Le fait qu'une vue d'une vidéo sur Facebook, c'est 3 secondes, ou qu'on considère qu'une personne est exposée à partir du moment où le contenu est visible 2 secondes dans son fil d'actualité. Donc on nous peint un peu cette image d'une audience qui scrolle à l'infini des contenus et où finalement votre présence de marque est noyée au sein d'un fil d'actualité et que peut-être l'audience ne sera même pas consciente que vous l'avez exposée. Facebook vous démontre l'inverse, va chercher un KPI propre à la télé, le fait sien et en plus vous le donne gratuitement et automatiquement. Donc, je vous invite à faire le test pour ceux qui font de l'achat média ou à demander à votre agence média si vous ne le faites pas directement et aller chercher dans la console Facebook cette notion d'ad recall qui va vraiment vous permettre de valoriser, de vous faire une idée de l'impact de vos campagnes. Voilà pour la partie des 3 conseils et bonus sur les médias. Maintenant, on va rentrer dans la partie sur les conseils du community management. On en a également 3. Le premier, c'est sur un format phare du moment, un format éphémère qui sont les stories sur Instagram. Alors aujourd'hui, les stories sur Instagram, c'est 500 millions de stories par mois. C'est pas encore la première plateforme en termes de stories sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, c'est WhatsApp avec plus de 600 millions de stories qu'on appelle statut sur la plateforme, où on a le plus de contenu éphémère. Pourquoi WhatsApp est premier? Puisque en fait il y a un fort usage des statuts WhatsApp dans des pays asiatiques. Alors aujourd'hui, sûrement dans vos amis, personne n'utilise en France les statuts sur WhatsApp. Notre conseil s'intitule « Ne passez pas à côté des stories Instagram ». Chez The Metrics Factory, on a une méthodologie propriétaire qu'on a développée un peu plus d'1 an pour réussir à capter l'ensemble des contenus sur Instagram. Quand je parle de l'ensemble des contenus, je parle des contenus du feed classique, mais également toutes les stories, que ce soit des stories en images, des stories en vidéo. On est en mesure de récupérer toutes ces données, tous ces contenus. On a fait ce travail pour deux principaux événements. Premier événement, Quentin, vous en avez parlé tout à l'heure, c'était Perfect Match.
où en fait on s'est connecté à 396 sponsors et tous leurs comptes Instagram et on a récupéré toutes leurs données, toutes les stories pendant cet événement. Un autre événement, c'était aussi pendant la Gamescom, c'était en août de l'année dernière. La Gamescom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le deuxième salon au monde du jeu vidéo. On a également ici récupéré les contenus stories de la part des médias, des influenceurs, des éditeurs, des jeux, et tous ceux qui pouvaient prendre la parole sur l'événement. Ce qui en résulte aujourd'hui, c'est que les stories, c'est partie prenante finalement des événements. Aujourd'hui, les stories, comme vous le savez, c'est un contenu assez rapide à faire, pas besoin que ce soit d'une très haute qualité. Je suis à un événement, je peux faire une petite story sur mon stand. Pendant la Coupe du Monde, 40% des contenus sur Instagram, produits par les sponsors, c'était des stories. Et pendant la Gamescom, un salon de jeux vidéo, c'était plus de 60%. Aujourd'hui, les annonceurs, les éditeurs et autres s'appuient énormément sur les stories pour animer leur communauté pendant des événements. Comme c'est un contenu facile à produire, donc il y a plusieurs. Attention par contre, il faut quand même garder un bon split entre contenu classique et stories, puisqu'avec les stories, c'est difficile d'aller avoir de la viralité. Aujourd'hui, avec les stories, vous pouvez partager en message privé, vous pouvez faire un intégrale, mais c'est moins viral que si vous faisiez un post classique où on peut commenter, on peut liker et les autres utilisateurs peuvent voir le post. Gardez à l'esprit que les stories, en fait, ça touche principalement votre propre audience. Notre cinquième conseil, il est issu de plusieurs livres blancs qu'on a pu faire en 2018 et plusieurs accompagnements de clients sur YouTube. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais on a publié un livre blanc sur les tutoriels beauté l'année dernière. Je crois qu'il est disponible sur le site web, où on a récupéré en fait l'ensemble des tutoriels beauté produits sur l'année par toutes les influenceuses, par toutes les marques. Et on a analysé les commentaires. Et ce qui est intéressant de voir quand on a fait cette analyse, c'est que YouTube finalement est redevenu social. Sur YouTube, on commente, on va liker, on va partager également. Un point qu'on a noté également sur toute l'année 2018, c'est que l'engagement sur la plateforme a été multiplié par 2 entre le début d'année et fin d'année. Malgré le lancement de Facebook Watch en début d'année dernière, vers février, YouTube a résisté et est devenu encore plus engageant. Vous le savez, pourtant sur mobile, l'application YouTube, c'est pas la plus facile pour animer le social. Les commentaires, il faut descendre tout en bas, souvent en dessous les suggestions de vidéos pour pouvoir commenter. Et finalement, YouTube, avec ses nouveaux algorithmes, a réussi à pousser l'engagement sur sa plateforme. Notre sixième conseil est lié à Facebook, et on l'a nommé le retour des communautés et groupes Facebook. Alors l'actualité récemment l'a montré la puissance de ces groupes sur Facebook. Quand je parle d'actualité, je parle des Gilets jaunes, vous savez tous, la communauté des Gilets jaunes s'est regroupée finalement sur Facebook et dans les groupes précisément pour faire vivre ces événements, et encore aujourd'hui. On accompagne, nous, aujourd'hui, plusieurs clients un client sur un groupe Facebook. Les groupes Facebook, il ne faut pas les voir comme des pages Facebook. C'est vraiment différent, ce n'est pas la même dynamique. Aujourd'hui, une page Facebook, c'est pour aller toucher beaucoup de monde. Un groupe Facebook, c'est pour aller toucher une cible précise, avoir une communauté. C'est le retour, en fait, de Facebook. C'est la volonté aussi de Mark Zuckerberg de revenir aux communautés. Quand on accompagne nos clients, on a vu que l'intérêt en fait des groupes Facebook, c'est que vous pouvez toucher facilement votre communauté. Aujourd'hui, la portée organique dans les groupes Facebook, pour avoir une page, c'est 80% de reach organique sur votre groupe Facebook. Je vous ai montré ici l'exemple de McCain. McCain aujourd'hui a un groupe Facebook sur Facebook. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce groupe Facebook est lié à la page Facebook. C'est-à-dire qu'on peut aller voir, si on se connecte à la page Facebook McCain, on voit qu'ils ont un onglet communauté, et dans cette communauté, vous pouvez trouver ce groupe. Aujourd'hui, McCain a décidé de créer un groupe Facebook pour ses ambassadeurs de marque.
Aujourd'hui, ils sont plus de 1000 ambassadeurs sur ce groupe. Et McCain co-construit avec eux, leur propose des soirées et essaye vraiment d'animer. Ce qui est intéressant avec les groupes Facebook, comparé à une page, c'est que quand une marque va parler avec ses consommateurs, en fait, c'est pas la marque, ça va devenir plus personnel. Aujourd'hui, sur votre page Facebook, vous avez beau répondre merci, Jérémy qui répond, ça fait moins personnel que sur un groupe Facebook où ça peut être un individu de la marque, ça peut être un individu de chez McCain qui prend la parole. Et du coup, les audiences s'engagent plus et sont plus à même à partager des choses avec vous. Si je reviens dessus, après c'est comme pour les pages Facebook, il faut bien sûr avoir une stratégie. Il ne faut pas lancer un groupe Facebook pour que vous l'animiez pendant 2 mois et que finalement il y ait d'activation dessus. Bonus sur cette partie community management, avant d'attaquer l'influence qui est un vaste sujet. Nous, ce qu'on voit très fortement, et je pense que vous aussi, en tant qu'utilisateur et en tant que professionnel, vous le voyez, c'est que sur les réseaux sociaux, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle des vecteurs d'engagement. Des grandes catégories de choses qui font que les utilisateurs vont spontanément s'engager. Historiquement, sur le web, il y avait les bébés, les chats, ça il y a toujours. On a parlé tout à l'heure des tutoriels beauté, il y a tout ce qui est l'influence, selon que ce soit sur le sport, le fitness, les tutoriels beauté, le shopping, vous avez des grandes niches comme ça. Et finalement, pour une marque, c'est hyper intéressant d'aller préempter une niche d'engagement qui existe déjà, plutôt que d'aller essayer d'apporter son discours de marque traditionnel et de se dire à l'usure, entre guillemets, à la force, je vais réussir à générer de l'engagement. Pour prendre un exemple concret, le sport, typiquement, est un vecteur d'engagement tellement fort qu'une marque qui est partenaire officiel d'une équipe qui joue la Coupe du Monde, par exemple, quand elle va parler de la Coupe du Monde, elle va engager 12 fois plus les gens. 12 fois plus que quand elle va parler de n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire que si je suis Coca-Cola, par exemple, et que je suis sponsor officiel de la Fédération française de football, de l'équipe de France, quand je vais parler de l'équipe de France, les gens vont 12 fois plus liker, commenter, partager mes contenus que si je leur parle de n'importe quoi d'autre. Et ça, c'est vrai pour absolument tous les sponsors. C'est la moyenne qu'on a fait sur les 396 marques qui étaient sponsors officiels de la Coupe du Monde de football. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça, on le voit pour les mastodontes du type Coca, je vous prends un exemple, mais on le voit aussi au niveau local. Le sponsoring sportif, le partenariat, ça existe aussi au niveau local. Vous avez des PME ou des entreprises locales qui sont adossées au club de la région ou même à des fois à des niveaux amateurs. Ces contenus-là vont engager beaucoup plus fortement les audiences que n'importe quel autre contenu de la marque. Donc moi, j'invite vraiment tous les annonceurs, toutes les marques à retranscrire toutes leurs initiatives sportives, toutes leurs initiatives de partenariat sur les réseaux sociaux. Souvent, il y a une espèce de frilosité, on se dit non, ça n'a rien à voir avec ma ligne éditoriale habituelle, je parle de mes produits, je parle de mon positionnement, je travaille mon branding, je ne vais pas parler de sport. Moi, je dirais l'inverse. Sur les réseaux sociaux, il y a la place, il y a la liquidité des contenus, il y a l'élasticité qui permet justement d'avoir une marque multifacette et bénéficier en fait de vecteurs d'engagement comme le sport, qui encore une fois est très fort et permet facilement de générer des volumes d'engagement importants auprès de son audience. Donc voilà, c'était mon deuxième bonus sur le community management. Et on va pouvoir passer à la dernière partie sur l'influence, qui est un vaste sujet. Exactement. Au dernier Ouya, enfin celui de l'année dernière, vous avez présenté nos conseils sur l'année 2017. On avait parlé de la micro-influence. Alors vous le savez aujourd'hui, alors pour ceux qui n'étaient pas là, on avait montré pendant ce Ouya que les micro-influenceurs engageaient plus que les macro-influenceurs. Aujourd'hui, je ne vais pas vous reparler du coup de la micro-influence. Je vais vous parler du choix des influenceurs et on a nommé ce 7e conseil « Influenceurs, choisissez les bons ». L'année dernière, on a accompagné plusieurs marques, on a établi plusieurs rapports et ce qu'on a remarqué, c'est que parfois l'influenceur choisi, les influenceurs choisis, n'étaient pas les bons pour la marque. J'ai un exemple à gauche où on a une influenceuse avec plus de 70 000 abonnés. On se dit c'est pas mal, je vais essayer de faire un partenariat avec elle. Il y a une marque de sport qui a décidé de faire un partenariat avec elle. Finalement, cette influenceuse, elle a fait un post sur la marque et elle n'a récolté que 70 j'aime.
Je fais plus avec mes 400 abonnés, moi, sur mon Instagram, par exemple. Par exemple, ça fait du coup, il y a 3 conseils pour bien choisir vos influenceurs. Il faut bien penser à checker l'engagement. C'est pas parce qu'on a un fort taux d'abonnés qu'on est engageant. Ça se trouve, en fait, c'est des fake abonnés derrière. On ne le sait pas. C'est pour ça qu'il faut aussi checker l'audience de l'influenceur. Également, des fois, on veut cibler une audience française. On va peut-être s'adosser à un influenceur français. Mais cet influenceur français a peut-être une audience mondiale et touche peut-être que 10% de fans français. Il est important d'aller checker son audience pour savoir qui on va cibler. Troisième point important sur le choix des influenceurs, c'est de checker ses prises de parole. Voir sur quel sujet cet influenceur prend la parole. Est-ce que finalement cet influenceur est proche des valeurs de ma marque? C'est très important. Voilà, du coup, les 3 conseils pour nous pour 2019. Cette année, c'était, je crois, 2 milliards d'euros d'investissement d'influence marketing. C'est prévu qu'en 2020, l'influence marketing représente plus de 10 milliards. Alors j'imagine que tous les annonceurs ici présents, vous allez sûrement faire de l'influence cette année. Du coup, attention, choisissez bien vos influenceurs. Le dernier conseil de ce matin, le dernier bonus sur l'influence, il va être vraiment en lien avec ce que vient de vous dire Jérémy. Encore une fois, 10 milliards, influence marketing, énormément d'expectatives sur l'influence, on en parle beaucoup dans la presse professionnelle, enfin partout, c'est un des grands sujets. On parle de micro-influenceurs, nano-influenceurs, top celebrities ou autres. Nous, ce qu'on voit, et c'est un conseil presque de mindset, d'état d'esprit, c'est que l'influence marketing aujourd'hui doit être pensé comme du média planning. Quand vous faites un plan média ou quand votre agence fait votre plan média, avant de vous recommander tel ou tel média, elle va regarder l'audience de ce média. Combien de gens lisent ce magazine, combien de gens se connectent à ce site web ou autre, et surtout quelle est la sociodémographie de ces gens-là. Est-ce que c'est en phase avec ma cible marketing? Il faut faire exactement la même chose avec l'influence marketing. La difficulté, c'est que les données sont moins disponibles. Ça va être compliqué d'aller connaître l'audience d'un influenceur, parce que les influenceurs eux-mêmes vont très peu communiquer sur l'audience. Vous allez avoir un nombre de followers, comme le disait Jérémy, qui peut être trompeur, mais vous allez assez peu avoir la finesse d'analyse de leurs audiences. Le conseil qu'on vous donne, donc, il est le suivant, c'est de partir de l'analyse de vos audiences. Si votre cible, c'est les 18-25 ans parisiens, analysez les comportements des 18-25 ans parisiens sur les réseaux sociaux vous amènera à choisir un certain type d'influenceur. Souvent, on a tendance à faire le chemin inverse, à se dire pour ma marque, tel influenceur est le bon au vu de sa ligne éditoriale, et puis en plus il fait rire, il plaît à mon fils, donc je vais prendre celui-là. Non, nous on recommande d'avoir une vision beaucoup plus pragmatique, comme celle du media planning, partir des audiences, des comportements, pour remonter jusqu'aux influenceurs. C'est ce qu'on a fait pour un de nos clients l'année dernière, qui avait une problématique précise, c'était de trouver des influenceurs qui s'adressent aux gens de ma région. J'ai pas envie de payer pour un riche sur la France entière, puisque moi, mes clients, mes utilisateurs sont en région. Donc comment je fais pour trouver des influenceurs pertinents sur ma cible régionale? Et pour ce genre de problématique, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'analyser l'audience des influenceurs. Beaucoup, en fait, il y a des outils, vous pouvez avoir une idée de l'audience de youtubeurs ou d'influenceurs, de leur page Facebook ou de leur compte Twitter, par exemple. Quelque chose d'assez simple que vous pouvez faire même vous-même et qui est gratuit. Facebook vous met à disposition un outil qui s'appelle Facebook Audience Insight et qui vous permet d'analyser votre audience à vous, mais l'audience de n'importe quel objet disponible sur Facebook, à condition que celui-ci ait une audience conséquente. Donc vous pouvez aller sur Facebook Audience Insight et vous pouvez en fait choisir le nom de votre influenceur, le volume et les caractéristiques de son audience. Donc vous pouvez aller sur Facebook Audience Insight et vous dire tiens, je réfléchis à faire une OP avec Cyprien, quelle est l'audience des personnes qui suivent Cyprien, qui ont un intérêt pour Cyprien. Et vous pouvez vous rendre compte que peut-être la sociodémo de ces gens-là n'est pas en phase avec votre activation. Encore une fois, l'influence marketing, soit vous en avez fait, soit vous allez en faire. C'est un sujet tellement omniprésent, avec des dépenses en hausse. Nous, on pense que qui dit plus de dépenses dit plus de budget, dit plus de nécessité de justifier ces budgets et de faire des choix dictés par la donnée pragmatique et non plus juste sur des intuitions, comme ça pouvait être le cas.
Ça va être tout pour nous ce matin. On vous laisse donc repartir avec ces 7 conseils clés. Je vous les repasse rapidement. On avait 3 conseils médias au début où on vous disait ne passez pas à côté de l'opportunité Instagram. Comme vous le disait Jérémy, vous ne pourrez que le regretter. Dans 1 an, dans 2 ans, quand les coûts sur Instagram auront explosé, quand le reach aura baissé suite à l'algorithme, comme ça a été le cas pour Facebook, on pourra juste se dire c'est dommage qu'on n'ait pas mis plus d'argent l'année dernière. Cibler la concurrence, quelque chose d'assez simple, rendu possible par les capacités de ciblage des plateformes et qui permet de faire de la reconquête d'audience au sein des réseaux sociaux. Passer de l'achat à la notoriété à l'engagement, on l'a vu, ça augmente les performances. Donc même si votre objectif est de toucher le plus de gens possible, en achetant à l'engagement, ça vous coûtera moins cher de toucher ces gens. Le format des stories Instagram, le web éphémère, au cœur des usages aujourd'hui, permet d'avoir une présence de marque différente, peut-être plus facile à mettre en place, moins coûteuse, avec moins de contraintes internes puisque éphémères et qui génère des performances intéressantes. Le retour en force de YouTube, on le voit depuis 1 an, 1 an et demi. Google retord sa plateforme, fait plein de petits changements à la marge. Il y a des stories aujourd'hui sur YouTube, les vidéos suggérées qui prennent de l'importance, le retour des commentaires. Et chez plein d'annonceurs, on le voit, le retour de vues organiques. Le Graal de YouTube qui existait au début des années 2010, qui avait complètement disparu au profit de formats publicitaires, revient en force. Nous, on y croit beaucoup. Repasser du temps sur YouTube, reconsidérer YouTube comme une plateforme sociale, travailler les métadonnées des vidéos, les suggestions de vidéos, les titres, tous ces petits codes du social media management qu'on a laissé de côté au profit de l'achat publicitaire massif. Reprenez-les parce que ça va revenir très fort. Les groupes Facebook, les nouveaux forums, on pourrait dire. Ça aussi, on y croit beaucoup. Au cœur des préoccupations de Zuckerberg depuis le tout début d'année 2018, l'idée d'avoir des communautés, des échanges, du local. On le voit et pour les marques, des occasions d'avoir une relation différente avec les audiences, peut-être moins top-down, peut-être plus dans la co-construction et une exposition organique garantie. Et enfin, les influenceurs, pareil, clé d'engagement, omniprésent dans la consommation des utilisateurs, mais attention dans le choix que vous faites des influenceurs et dans la manière que vous choisissez pour les attirer. Voilà pour cette première matinée. Je vais reprendre 5 minutes pour vous remercier déjà tous pour votre présence et votre attention et pour remercier aussi l'intégralité de l'équipe de The Metrics Factory. Évidemment, derrière tout ça, c'est l'agence qui se mobilise, que ce soit dans la réalisation des missions clients ou dans l'organisation du petit déjeuner aujourd'hui. Donc je vais remercier l'équipe qui est là au fond. Donc, vous avez Inès, Jean-Jacques, Erwan, Sarah, Guillaume, Ouline, Chandrache, Clément, Pauline, Jérémy et moi-même. Donc merci à tous et merci à vous encore pour votre attention. Le prochain petit déjeuner sera au prochain trimestre, donc stay tuned, on viendra vite. Et n'hésitez pas à prendre du café avant de partir. Et des goodies. Merci. S'il y a des questions, on est encore ici pour discuter, n'hésitez pas.